Il faut voter et l'ordre n'est pas si éloigné. Tout le monde peut se présenter, tout le monde peut demander des comptes aux membres du Conseil de l'ordre sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Enfin, moi, je peux témoigner de l'investissement en temps et en énergie de membres du Conseil de l'ordre pour régler des difficultés entre des structures, leurs associés ou des structures et leurs collaborateurs. On en est réduit, dans certains dossiers, à rappeler des évidences. On ne demande pas à une avocate qui vient d'accoucher de plaider 8 jours après son accouchement. C'est juste pas négociable. Et en tout cas, à chaque fois que moi j'ai eu, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'exercice pénal, mais qui est parfois un peu périlleux, voilà, moi ma collaboratrice, elle a déjà été menacée par des clients à moi, donc c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées. Là, l'ordre est là. Noémie, Frédéric, bonjour, je suis très content de vous avoir. Alors, Frédéric, vous êtes partenaire chez Auric, département contentieux. Noémie, vous êtes avocat pénaliste. Vous avez fait des super dossiers. Vous étiez passé dans le podcast de Valentin, donc je vous connais un petit peu. Je connais un peu le parcours. J'avais fait le montage à l'époque. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. J'ai contacté tous les candidats au bâtonnat qui m'ont tous répondu. J'ai contacté également ceux qui sont candidats au Conseil de l'ordre qui ne m'ont pas tous répondu. Noémie, tu as pris le temps de me répondre et je me suis dit tiens, on va faire un format qu'avec vous deux où on va expliquer un petit peu les enjeux, etc. De ces élections, et on va aussi profiter pour savoir un petit peu qui vous êtes, etc. Donc qui sont les avocats qui candidatent pour le Conseil de l'ordre. Donc je vais vous laisser vous présenter, puis après j'ai plein de questions autour de ces élections, sur leur importance, sur pourquoi il faut aller voter, sur quelles sont vos grandes idées sur le sujet, etc., etc. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle, comme vous souhaitez, et puis après, on enchaîne sur plein de questions. Vas-y, je t'en prie. Donc je suis Noémie Saïdi-Cotier, avocate depuis 2012. J'exerce exclusivement en droit pénal. Je suis spécialiste du droit pénal depuis 2021, je pense. J'ai un cabinet qui est le mien, dans lequel, au sein duquel travaillent 2 collaboratrices de grands talents. Et voilà, donc on fait de la défense pénale, droit pénal des affaires, droit pénal de droit commun. Voilà, je suis inscrite depuis assez récemment sur les listes de la Cour pénale internationale. J'ai représenté le barreau de Paris devant le Conseil des barreaux européens. Et voilà un petit peu, je continue à faire quelques permanences, 1 ou 2 par an, par envie d'aider les plus démunis. Et voilà. Magnifique. Bonjour, je suis Frédéric Lanance. J'ai prêté serment en 1986, ça va bientôt faire 40 ans. J'ai exercé d'abord dans un cabinet de niche d'affaires français qui m'a formé, qui m'a recruté. Et ensuite, j'ai exercé au sein du cabinet Cléry Gottlieb, puis du cabinet Rambaud-Martel. Je suis un spécialiste du contentieux et de la compliance, et singulièrement des problématiques de prévention et de lutte contre la corruption. J'ai rejoint avec une équipe de Rambaud-Martel Auric en 2006 et j'exerce au sein d'Auric des fonctions managériales. J'ai été le patron du contentieux pour l'Europe, j'ai été le co-managing partner du bureau de Paris et je suis maintenant membre des boards européens de cette firme d'origine américaine. Et je suis également, c'est important dans mon parcours et dans mon profil, je suis également administrateur de l'association Droit et Commerce qui fait beaucoup pour l'interaction entre les professions juridiques et judiciaires liées au droit commercial. C'est marrant, vos 2 profils sont complètement différents. Comment vous êtes un peu rencontrés ? Pourquoi vous candidatez ensemble ? Qu'est-ce qui fait que, justement, une avocate pénaliste qui fait des dossiers qui n'ont vraiment rien à voir avec des droits des... Alors, j'imagine qu'il y a des liens. Comment vous êtes rencontrés et pourquoi candidater comme ça ensemble ? Alors moi, je m'étais présentée déjà au Conseil de l'ordre en 2019 avec un bon camarade et on avait adoré faire campagne, c'était très sympa. On est arrivé premier non élu et voilà. Et depuis, je m'intéressais aux affaires de l'ordre, aux élections, à ce qui s'y passait.
en me disant que voilà, j'avais bien envie de le faire un jour. Mais entre-temps, mon cabinet s'est agrandi, j'ai beaucoup travaillé, mes enfants ont grandi. Et on m'a présenté Frédéric, on m'a dit il faut absolument que tu rencontres Frédéric Lallance, qui est, je dois dire, voilà, il s'est présenté, mais ce que ça veut dire, peut-être pour les plus jeunes auditeurs, c'est un grand avocat. Enfin, voilà, on ne vient pas managing partner de chez Auric, on n'est pas au bord de... Enfin, voilà, en partant, il était le premier bachelier de sa famille, donc il y a aussi comme ça une ascension au mérite qui me parlait, et on a des profils extrêmement différents, c'est sûr. Alors après, dans ce qu'il fait dans la compliance, l'anticorruption, enfin, quand on se parle, on se comprend. Ouais. Ce qu'il fait dans les audiences, il plaide, comme moi. Il doit aussi représenter ses clients de manière assez ferme et assez... je pense qu'il le fait très bien. Et on a... plein de sujets en commun qui nous rapprochent. Tout de suite, on s'est tutoyé, on s'est bien entendu. Et c'est là que je me suis dit, j'attendais de trouver le bon moment pour me représenter. Si j'y vais pas avec Frédéric Lallance, j'irai pas. Parce que, voilà. Et sur ce que doivent être les avocats, le respect de la déontologie, les dérives parfois, on a des idées assez similaires. Voilà, donc ça... C'est exactement ça. Noémie a fait un résumé tout à fait correct de notre rencontre et des raisons de ce projet commun qui nous anime. Moi, j'ai pas tout à fait 40 ans d'exercice professionnel. J'ai exercé, et j'exerce toujours de manière extrêmement passionnée le métier d'avocat. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'ai connu un changement majeur dans mon exercice professionnel, c'est-à-dire que de simple avocat, je suis devenu, parce qu'on m'a demandé, ça m'est tombé dessus un beau matin, je suis devenu manager d'avocat. Manager d'avocat, c'est pas évident. J'ai pas été formé pour ça. Ouais. J'ai appris sur le tas. J'ai dû commettre un certain nombre d'erreurs. Et dans cet exercice du management, je me suis trouvé être l'interlocuteur régulier de l'ordre. Dans les bons moments et dans les moins bons moments. Voilà. J'ai eu à gérer des sujets légers et des sujets beaucoup plus graves. Ouais. J'étais co-managing partner du bureau de Paris d'Auric en plein Covid. Et je peux dire que ça a été un moment lourd, difficile. Alors, comme tous ceux qui étaient en charge de responsabilité à l'époque, il n'y avait rien de spécifique à Auric. Bien. Et donc, cette proximité quasi quotidienne avec l'ordre, elle m'a amené à m'interroger sur la volonté de m'engager davantage, d'être un peu plus aux manettes et d'être un acteur de la vie de l'ordre pour apporter mon point de vue, mon expertise, mon expérience. Et lorsque j'ai décidé de franchir le Rubicon, ça ne s'est pas fait, je ne me suis pas levé un matin en me disant « je me présente au Conseil de l'ordre ». Non. Ça a été une maturation. J'ai quelques bons amis qui m'ont dit « mais c'est fait pour toi ». Bon. Pendant pas mal de temps, j'ai repoussé en disant « non, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas un politique ». Et l'ordre n'est pas une institution politique, donc à cet égard, je me trompais. Et donc, quand j'ai décidé de franchir le Rubicon, il s'est agi de trouver un binôme. Et là, il y a eu une forme d'alignement de planètes. Le même week-end, quelqu'un a parlé de Noémie à mon épouse et quelqu'un m'a parlé de Noémie en direct. Et le lundi matin, on s'appelait. Je connaissais de réputation Noémie puisque avant qu'on se soit rencontrés, j'avais lu une tribune qu'elle avait faite quelques mois auparavant. Où j'avais vraiment apprécié. C'était une tribune sur la nécessité de porter une attention et un respect égal à la parole de la victime et à la parole de celui ou celle qui est mis en cause. Et j'avais trouvé que c'était un discours équilibré, qui était recentré sur nos principes et qui me correspondait bien. Et bon, toutes les raisons qu'elle a exprimées il y a quelques instants, on a des univers professionnels qui peuvent être différents, mais on a un socle fondamental qui nous est commun et qui nous amène aujourd'hui à faire campagne ensemble. C'est très clair. Et j'ajouterais, parce que ce qui m'a aussi moi convaincue, je me suis dit,
quand j'ai rencontré Frédéric, quel est son intérêt à aller à l'ordre? Aucun. Donc il le fait forcément par passion, parce que maintenant je connais ses horaires, il rentre chez lui à minuit, 1h du matin, il bosse beaucoup. Donc voilà, aller à l'ordre, ça veut dire plus de travail, bénévole qui plus est. Voilà, je pense qu'il a aucun intérêt à y aller, donc ça me plaît, parce que ça veut dire qu'on y va par envie de faire bouger les choses, ou par envie en tout cas d'aider la profession. Mais c'est vrai que vous avez du coup deux méthodes d'exercice complètement différentes, deux cabinets complètement différents, des pratiques différentes, mais ça fait une forme de, je trouve, belle complémentarité où vous représentez très bien les avocats aujourd'hui. Mais vous êtes tous les deux assez engagés, justement, c'est vers où je voulais aller. C'est par rapport à ne serait-ce que la manière d'exercer, toi Noémie, où tu dis que tu accompagnes des personnes qui en ont besoin de manière gratuitement, engagement, j'ai oublié exactement dans quelle organisation. Droit et commerce. Dans cette organisation-là, comment vous arrivez, et après on va aller un peu plus en profondeur sur ces élections, c'est comment vous arrivez à gérer toutes ces vies. C'est-à-dire que, Auric, effectivement, des grands cabinets anglo-saxons, on finit tard, on bosse à fond. Pareil, pénal, on peut se faire appeler à n'importe quelle heure. C'est des rythmes qu'on peut considérer comme presque infernal, et vous arrivez à avoir ces engagements-là. Comment vous arrivez à vous organiser et ensuite on passera aux élections. Je suis curieux de savoir. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun trouve son équilibre ou le moins mauvais déséquilibre. Je dois à la vérité de dire que pendant des années, ma vie de famille est passée au second plan. J'ai la chance d'avoir une épouse qui exerce également le métier d'avocat, qui travaille tout autant que moi, mais qui était sans doute mieux organisée que moi, et donc davantage présente à la maison que je ne l'ai été. En fait, si on est passionné, ça passe. Et moi, chaque jour que Dieu fait, je me lève le matin en ayant envie d'exercer ce métier. Il y a des journées qui sont catastrophiques, il y a des journées qui sont infernales, mais le matin suivant, je me lève avec la même envie. Même chose pour mon activité plaidante. J'aime la confrontation, j'aime la plaidoirie, et j'ai toujours les mains moites avant de commencer de plaider. Le jour où j'aurai plus les mains moites, je saurai qu'il faut que j'arrête. Ouais. C'est un peu pareil. Alors on a c'est vrai que quand on est avocat et qu'on aime ça, on a souvent des horaires un peu bizarres. Moi j'ai 2 enfants en bas âge, je les vois, franchement, je me plains pas. J'ai été secrétaire générale de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme en faisant beaucoup de pro bono, parce que je me disais qu'à côté de ce qu'on fait de manière rémunérée pour des personnes, on peut aussi donner un peu de son temps. Donc voilà, on a pris cette habitude, je pense, Frédéric et moi, d'essayer de donner de notre temps pour les autres. J'ai aussi de la chance que ça marche bien, donc c'est... Et puis voilà, moi j'ai Chloé qui travaille à mon cabinet depuis plus de 5 ans, qui parfois pallie quand moi j'ai des obligations de maman, une réunion à l'école. Le mercredi, depuis cette année, je déjeune avec ma fille, ce qui n'a jamais été le cas. Alors je peux pas encore prendre mon mercredi, mais voilà. Et le week-end, c'est vrai que mes collabs, quand il y a des gardes à vue, maintenant elles y vont pour que je puisse passer du temps avec les enfants. Donc on y arrive en fait, et c'est aussi ça, un des messages qu'on veut porter à l'ordre sur les questions de parentalité, de maternité, que c'est possible, qu'il faut simplement qu'il y ait une écoute et de l'ordre et des confrères, qu'on arrive un peu à jongler. Après, c'est aussi une question je pense, de caractère et d'envie. Mais c'est vrai que tant qu'on a la passion de ce métier, on arrive à trouver du temps et on s'organise comme on peut. Alors le luxe étant évidemment le fait que j'ai mon cabinet, ça me permet aussi d'organiser mes horaires. C'est-à-dire que si je veux un soir terminer très tard, un matin venir un peu plus tard, je m'organise comme je veux. Très bien, très clair. Alors on va passer un peu plus sur le côté élection. Pour vous, quels sont les enjeux aujourd'hui de ces élections ? Qu'est-ce qui est important à faire comprendre aux personnes qui doivent voter et quel impact ça va avoir sur leur vie ? Quelle est votre vision là-dessus ? Il y a un enjeu majeur, déterminant, et qui réunit toutes celles et tous ceux qui font campagne dans le cadre de ces élections ordinales, que ce soit au niveau de la candidature pour le patronat ou en dessous, au titre des membres du Conseil de l'Ordre. C'est celui de la représentativité. C'est celui de la participation. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'avocats qui
parfois pas à tort, se sentent éloignés de l'ordre, ou qui considèrent que l'ordre s'est éloigné d'eux. On peut discuter, peut-être qu'on y reviendra dans le cadre de cette conversation, sur les raisons de ce ressenti et ou de cette situation. Il n'en demeure pas moins que l'ordre est notre régulateur. C'est le régulateur de la profession d'avocat. Nous ne sommes pas une profession juridique lambda, nous sommes une profession réglementée, et nous sommes une profession réglementée qui a pris en charge et qui assume sa régulation. Pour que ça se poursuive, pour que ce système qui a quelque chose de très singulier dans le monde occidental, je travaille dans le monde anglo-saxon, les organisations ordinales ou ce qui en tient lieu aux États-Unis n'ont absolument aucun rôle. La discipline des avocats aux États-Unis, elle est réglée par les juges. La déontologie des avocats aux États-Unis, elle est réglée par les juges. L'ordre est au mieux un centre de formation continue. Rien de plus. Rien de plus. Ce n'est pas le cas en France. Notre ordre, il nous forme, il nous régule et il nous suit tout au long de notre carrière professionnelle. Et cet ordre, il est l'interlocuteur des pouvoirs publics. On va pas se mentir. Quel est le pouvoir d'un conseil de l'ordre et d'un bâtonnier face à la chancellerie lorsqu'on a été élu par 8 000, 10 000 avocats sur les 35 000 inscrits à Paris? C'est peanuts. C'est peanuts. Donc si on veut peser collectivement sur notre avenir, sur notre quotidien face au pouvoir public, dans tous les aspects de notre exercice professionnel, il faut qu'on soit représentatif. Et donc il faut que chacun d'entre nous comprenne que son vote participe de cette représentativité. Et si on reste à ces étiages qui sont disons-le, catastrophiques, et qui sont renforcés à Paris parce qu'on est plus nombreux. Le taux de participation des élections en province, il est meilleur. Alors, il y a une raison objective. Ils sont moins nombreux, ils se connaissent davantage, c'est plus facile de voter. Bon. À Paris, on est 35 000. Bon, évidemment qu'on ne se connaît pas. Mais il n'en demeure pas moins que si on veut demain avoir une profession forte, et je pense qu'individuellement c'est dans l'intérêt de chacun d'entre nous, ben, il faut voter. Donc l'enjeu, c'est le vote, c'est la participation. Oui, c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on a accepté avec joie l'invitation pour donner envie aussi de voter, pour expliquer que n'importe qui peut se présenter à l'ordre comme candidat, comme nous. Il suffit d'être à jour de ses cotisations et de ne pas avoir de procédure disciplinaire en cours. Voilà, donc c'est vrai que l'ordre paraît éloigné. Souvent, on entend il y a un entre-soi, il y a une certaine forme d'impunité dans ce qui se passe, que l'ordre protège. L'ordre protège, mais l'ordre sanctionne aussi. Et voilà, et donc c'est vrai qu'on va remettre à chaque avocat une petite carte avec un avocat à l'ordre qui est référent, il ne faut pas hésiter à l'appeler. Et bon, je veux rappeler que c'était un engagement qui était pour 3 ans et bénévole, mais quand on se décide à se présenter à cette élection, et si on est élu, on a quand même un engagement moral vis-à-vis des confrères qui ont voté pour nous, de se rendre disponible, de répondre à leurs questions et de faire les choses selon les valeurs qu'on a revendiquées pendant cette campagne. Donc voilà, il faut voter et l'ordre n'est pas si éloigné. Tout le monde peut se présenter, tout le monde peut demander des comptes aux membres du Conseil de l'ordre sur ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Et c'est vrai que l'ordre, ce qu'on se disait, doit communiquer. Alors, peut-être pas davantage, parce que l'ordre communique beaucoup, mais communiquer encore et encore sur ce qui est fait pour convaincre les confrères que beaucoup de choses sont faites, parce que c'est ce qu'on voit, nous, en se présentant. Il y a énormément de services à l'ordre, il y a énormément de choses pour les confrères en difficulté, pour les confrères qui vont avoir un incident avec un magistrat, qui vont se sentir à un moment peut-être un peu plus fragile face à une situation. L'ordre est là, il ne faut pas hésiter simplement à téléphoner, à regarder sur Internet, à télécharger l'application Mon Barreau et moi, dont on nous a fait la promotion, mais où c'est vrai que sur une application sur l'iPhone, on a quand même on a accès à plein de services de l'ordre qu'on ne connaît pas la plupart du temps quand on ne s'intéresse pas à la chose ordinale. C'est vrai que de faire campagne, ça nous permet à nous de rencontrer plein de confrères qui nous expliquent quelles ont été leurs expériences
heureuse ou malheureuse avec l'ordre, et on découvre aussi énormément de choses qui sont faites au niveau de l'ordre, et ce qui nous fait nous dire qu'il y a quand même que c'est un service pour les avocats qui est un bon service, et qu'il ne faut pas, c'est les cotisations de chacun, donc il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Et vous, à titre personnel, vous avez utilisé pas mal d'outils qui ont été mis à disposition, ou vous avez finalement, alors j'imagine que chez Auric vous avez déjà plein d'outils à dispo, mais plutôt Noémie, toi, à titre dans un cabinet qui est plus à taille humaine, tu as utilisé des outils, des choses qui t'ont permis de gagner du temps, etc. ou... Alors, sur mes relations avec l'ordre, alors c'est vrai que je m'intéresse à l'ordre depuis des années déjà. Quand on va recruter un collaborateur, on a un lien avec l'ordre. Alors, moi, dans mon exercice pénal, c'est vrai que j'ai déjà fait appel à l'ordre pour des questions, pour des difficultés dans le cadre... moi, quand j'étais jeune avocate, quelqu'un est venu à mon cabinet tard le soir pour me réclamer de l'argent. C'était un toxicomane que j'avais fait sortir de prison. J'ai été aussi harcelée par une cliente qui avait été condamnée pour du harcèlement. Alors, je sais pas si c'est pareil. Ah non, et à l'époque, j'avais contacté Pierre-Olivier Sûr, qui était bâtonnier, qui ne doit pas s'en souvenir, mais qui m'avait reçu, qui m'avait aidé. J'étais vraiment dans un état de stress assez incroyable. C'est vrai que parfois, on a aussi des questions sur un client qui va nous dire quelque chose, on ne sait pas trop quoi en faire. À ce moment-là, on peut demander conseil à des membres du Conseil de l'ordre, voire aux bâtonniers. Et en tout cas, à chaque fois que moi j'ai eu dans ce cadre-là, dans le cadre de l'exercice pénal, mais qui est parfois un peu périlleux, moi, ma collaboratrice, elle a déjà été menacée par des clients à moi, donc c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées. Là, l'ordre est là. Après, sur des services plus... moi, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est extrêmement geek, qui me fait plein de choses. Je ne suis pas en difficulté, mais je pense que... tous les avocats doivent se saisir. Je veux dire, quand on sait que des renvois, Frédéric était à une audience pour un renvoi qui était très contesté, qui n'était pas sûr d'être accepté pour une avocate qui avait prévenu 7 mois avant d'accoucher qu'elle ne pourrait pas être là, et une présidente qui s'arc-boutait sur la question de ce renvoi. Là, l'ordre peut être là. Et cette consoeur, elle a agi, elle a demandé de l'aide, et ça a fonctionné. Donc, il faut le savoir. J'ai pas eu, dans mon exercice professionnel, à utiliser des outils mis à la disposition de l'ordre, parce qu'on a la chance d'être fort bien équipé à cet égard. Mais par contre, oui, structurellement, j'ai interagi pendant des années avec l'ordre, et je peux témoigner de l'efficacité, du dévouement de celles et ceux qui sont au sein du Conseil, notamment parce que c'est un sujet qui m'a amené à interagir régulièrement avec l'ordre, notamment lorsqu'il y a des difficultés entre les structures et leurs membres, que ce soit un associé ou un collaborateur. Il y a des outils, il y a des procédures qui ont été mises en place, et tout est fait au niveau de l'ordre pour, intervenir le plus rapidement possible avant que le litige ne se crispe dans des proportions qui le rend impossible à résoudre, moi je peux témoigner de l'investissement en temps et en énergie de membres du Conseil de l'ordre pour régler des difficultés entre des structures, leurs associés, ou des structures et leurs collaborateurs. Et c'est aussi parce que j'ai vu que je suis amené à vouloir apporter mon expérience et mon expertise dans ce domaine. Mais la commission d'exercice en groupe peut consacrer des dizaines d'heures à la recherche d'une solution dans un conflit entre un associé et sa structure. Et on sait tous que les avocats ont des égos surdimensionnés, et que par moment la raison s'éloigne, et l'ordre est là pour ramener un minimum d'apaisement, et pour faire en sorte que si divorce il doit y avoir, il se passe dans les moins mauvaises ou dans les meilleures conditions possibles. Et les membres du Conseil de l'ordre qui sont dédiés à cette fonction
moi, j'ai des souvenirs de séances qui se terminaient à pas d'heure. Ouais. À pas d'heure. Et tout ça, il faut le rappeler, bénévolement. Okay. Et moi, je veux repenser à une anecdote. J'ai un ami, un avocat pénaliste, qui, il y a 1 an à peu près, s'est retrouvé avec sa collaboratrice privé de liberté au Togo. Parce qu'ils n'avaient pas préféré, voilà. Et il m'a contacté. Moi, j'étais en vacances avec mes enfants et j'ai passé j'ai écrit à Céline Nassec, Julie Couturier, Vincent Nuret. En, je sais pas, quelques heures, tout était réglé, fait, ils ont été aidés, et voilà, ça marche. Donc, ça peut aussi être dans des situations comme ça. Alors, c'est pas les mêmes, mais c'est là où on voit que le spectre des agissements, de ce que peut faire l'ordre, est très important pour les confrères. Très clair, mais je pense que c'est le plus important d'ailleurs. C'est finalement les outils, etc. C'est des bonus. C'est ce qui importe, c'est que vous soyez protégés et que vous ayez des réponses à des questions rapidement. Et alors, du coup, vous avez fait une bonne transition, Frédéric, sur vos engagements à vous. Qu'est-ce que vous essayez de défendre dans ces élections? Qui sont pour vous les éléments importants que vous allez chercher à pousser ou à accompagner dans le bon sens pour vous? Alors, première remarque à cette question. En tant que candidat au Conseil de l'Ordre, on n'a pas de programme. Oui, en soi. On a des expertises, on a des... vous avez des convictions, j'imagine. On a des convictions, tout à fait. Qu'on souhaite mettre à disposition du Conseil. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que l'ordre soit plus fort et qu'il soit encore davantage au service de tous les avocats. Notre point de départ commun, à Noémie et moi, c'est la déontologie et le respect constant de nos principes essentiels. Parce que c'est ce qui nous différencie de toutes les autres professions juridiques. On a choisi de devenir avocat. Choisir de devenir avocat, c'est aussi en assumer toutes les obligations. Et on a parfois, j'utilise le « on » collectif, on a parfois tendance à perdre de vue qu'un avocat, ce n'est pas simplement un prestataire du droit. C'est un auxiliaire de justice. Y compris quand on fait du transactionnel, y compris quand on est sur un deal de private equity. Les principes essentiels, ce n'est pas que la chose ou l'affaire de ceux qui plaident devant les juridictions. C'est notre bien commun et notre protection commune. Et donc, ce qui nous importe, c'est que cette déontologie, ces principes essentiels, ils soient mis en œuvre avec, non pas sévérité, mais avec justesse et avec constance à l'égard de tous les membres de cette profession, parce que c'est ce qui nous différencie. Et en fait, c'est notre assurance vie professionnelle, nos principes essentiels. Voilà. Donc ça, c'est notre point de départ, si je puis dire. Voilà, et après, on a évidemment chacun et tous les deux aussi les mêmes sujets, mais actuellement, la défense du secret professionnel, puisqu'on voit quand même que ce secret professionnel qui est la pierre angulaire de notre métier et la moindre, c'est pas pour nous protéger, nous avocats, c'est pour protéger nos clients, les confidences qu'ils peuvent nous faire et pour nous permettre d'exercer aussi, que ce secret est mis à mal et que l'ordre doit évidemment être garant de ces questions-là, d'où on en revient aux questions de représentativité de la profession face à la chancellerie ou face au pouvoir public, mais évidemment, et sur ces questions de ce qu'on appelle la défense de la défense, le fait que des avocats soient empêchés d'exercer, soient soupçonnés, perquisitionnés. Il y a de plus en plus de perquisitions qui sont opérées. Donc voilà, nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir défendre les avocats, non pas les avocats qui font n'importe quoi ou qui seraient des voyous, c'est évidemment pas la question, mais dans l'exercice de leur métier, quand ils le font en respectant la déontologie, tu parlais hier d'éthique, voilà, c'est vrai que nous, il nous tient à cœur que les avocats puissent exercer pleinement leur mission, les missions qui leur sont confiées par leurs clients, et donc assurer la défense de la défense, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Si je devais ajouter deux points au propos de Noémie, on est aussi tous les deux très attachés à ce que l'ordre soit encore plus efficace et encore plus présent sur la prévention, la détection et possiblement la sanction des problématiques de harcèlement et de discrimination. Okay. On est dans un environnement qui n'échappe pas aux difficultés du temps.
S'y ajoute effectivement la pression des clients, la pression parfois des juridictions, parfois une certaine forme de précarité financière et sociale. Et tout cela est un facteur possiblement de développement de situations de harcèlement et de discrimination. Alors je vais être très net. Pour moi, les problématiques de harcèlement et de discrimination, ce n'est pas une affaire de taille de cabinet, ce n'est pas une affaire de mode d'exercice, ce n'est pas une affaire de génération. D'accord. C'est un phénomène, j'allais dire sociologique, auquel nous n'échappons pas. Mais il est vrai que l'ordre a mis en place des outils, qu'un certain nombre de cabinets ont mis en place des outils, et que ces outils, il faut vraiment qu'on leur donne leur plein exercice. Et il faut qu'on soit intransigeant. Cette profession a eu un rapport à la parentalité et singulièrement à la maternité très compliqué. Très compliqué. Il y a eu d'infinis progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, dans les contrats de collaboration, il y a des clauses qui visent à protéger cette parentalité, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment que l'ordre soit équipé et vigilant sur ces sujets. Et on a, Noémie et moi, des expériences qu'on souhaite apporter. Alors, je trouve inconcevable de m'être trouvé dans la situation dans laquelle j'étais il y a 15 jours, de devoir aller à une audience d'une chambre correctionnelle pour expliquer, enfin je n'ai rien expliqué, j'étais là à titre de soutien, mais pour que l'ordre, par sa présence et par ses représentants, explique à une magistrate que refuser un renvoi à une avocate qui a accouché il y a moins de 8 jours, alors même qu'elle avait prévenu la juridiction concernée 7 mois à l'avance, et alors que le dossier n'avait aucune urgence objective, que le renvoi allait de soi. Enfin, je veux dire, on en est réduit, dans certains dossiers, à rappeler des évidences. On ne demande pas à une avocate qui vient d'accoucher de plaider 8 jours après son accouchement. C'est juste pas négociable. Ben, on est au XXIe siècle. La juridiction était composée exclusivement de femmes. Le parquet était représenté par une femme. Et on avait 4 femmes, je suis désolé de le dire, qui se sont opposées au renvoi. Initialement, il a fini par être accordé, mais qui se sont opposés au renvoi sollicité par une avocate, qui avait prévenu 7 mois à l'avance. Si je peux rebondir, ça pose... Alors, pardon, parce que si vous nous lancez sur toutes les raisons et tout ce qu'on pourra apporter, on a beaucoup d'idées. Ça fait évidemment écho aux relations entre les avocats et les magistrats. Alors, ce que vivent les avocats qui font du contentieux. Alors, Frédéric, il a la chance d'être parfois dans des juridictions un peu plus de luxe, où les rapports sont un peu moins tendus. Bienveillants. Mais c'est vrai que, voilà, beaucoup d'avocats de contentieux, et on l'entend, des avocats qui exercent en droit de la famille, en droit pénal, je pense en droit civil, il y a quand même une dégradation des relations et des tensions entre les avocats et les magistrats. Ça ne va pas se régler en un coup de baguette magique, et ça on en est bien conscient, mais c'est vrai que l'ordre fait beaucoup. Il y a des petits déjeuners qui sont organisés avec les chambres correctionnelles pour ce que je connais. Il y a des choses qui sont mises en place, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux, mais c'est symptomatique cette question de la maternité par exemple, mais ça démontre quand même qu'il y a une fracture entre les avocats et les magistrats, et nous on aimerait aussi pouvoir œuvrer parce que je pense qu'on est, Frédéric et moi, assez diplomates et assez mesurés ou équilibrés, sans dire qu'on n'est pas capable de taper du poing sur la table et s'il le faut, mais voilà, on est prêt à engager et à initier un dialogue et pour que chacun puisse exercer de manière un peu plus sereine et un peu moins stressante, parce que d'anticiper quelque chose qui va mal se passer à l'audience, c'est mal dormir la veille, c'est le client qui est un peu pris en otage, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que pour le justiciable ces rapports délétères, c'est terrible, ça donne une image de la justice qui est totalement déplorable, ça fait peur. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi des questions qui sont importantes. Alors après, Frédéric va peut-être parler de l'innovation, d'intelligence artificielle ou de la formation. C'est vrai que dans les cabinets aussi d'affaires, il y a des choses sur l'innovation ou sur le progrès de manière plus générale qui sont importantes. Oui, je crois que l'ordre a fait beaucoup et a encore beaucoup à faire en termes
d'aide aux avocats dans l'acquisition des outils qui peuvent leur faciliter la vie, être créateurs de valeur ajoutée ou de réduction de coûts de fonctionnement. On a assisté, Noémie et moi, ces dernières semaines à toute une série d'événements liés à l'intelligence artificielle. On sait que sous l'impulsion du bâtonnier et de la vice-bâtonnière, l'ordre a mis en place des modalités d'accès privilégiées aux petites structures et aux avocats exerçant individuellement aux outils d'intelligence artificielle. Et il y a aussi des tarifs privilégiés pour les structures de taille plus importante. Mais pas que. C'est-à-dire que l'accès à l'outil, c'est important. L'apprentissage de la gestion de l'outil, ça l'est tout autant. Et c'était le thème d'une réunion de la commission ouverte qui s'est réunie hier soir, la nécessaire prise en compte des problématiques éthiques que pose l'intelligence artificielle doit être respectée et prise en compte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas que des prestataires, on est des avocats exerçant une profession réglementée. On a des obligations, et ces obligations, elles peuvent se confronter parfois aux aspects négatifs des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense qu'il serait fou pour un avocat d'utiliser ChatGPT dans ses dossiers. Ce qui est sans doute le cas partout. Mais bon. Oui, bon, mais puisque là, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est ouvert. Bon. Donc c'est même contraire à nos principes. C'est mettre en péril notre activité. Donc il faut aussi un accompagnement déontologique, voire éthique. Je trouve que l'expression éthique est encore plus appropriée. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qui est un point important. Et moi, ce qui me tient aussi à cœur, c'est le rayonnement de la place de Paris. Parce que, sans doute par atavisme personnel, puisque j'exerce beaucoup à l'international, et pour moi, le développement et le rayonnement de la place de Paris en tant que place du droit sont deux éléments importants. L'ordre, des associations comme Paris Place de Droit font beaucoup dans ce domaine, mais il est clair que c'est un continuum et qu'il faut continuer, et qu'il faut renforcer, les choses, parce que c'est aussi une compétition, il ne faut pas se leurrer, c'est une compétition économique, et le renforcement de la place de Paris, il aura un effet immédiat, par capillarité, sur nos cabinets. Et il ne faut pas penser que c'est que l'affaire des grands cabinets internationaux. Par capillarité, ça se diffusera dans l'écosystème parisien et dans l'écosystème parisien juridique. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, Noémie et moi. Peut-être encore deux choses rapidement. Mais, non, aussi dans les questions de formation, ce qui nous paraît important, c'est que les avocats n'aient pas peur de parler d'argent, de gagner de l'argent et d'être entrepreneurs. Ce qu'on ne nous apprend pas forcément. En tout cas, nous, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est proposé à l'école de formation du barreau, mais voilà, parce que vous êtes ici tous des entrepreneurs et vous faites les choses. Et chez les avocats, il y a parfois une difficulté à parler argent, alors peut-être pas dans les structures plus américaines, je sais pas, mais voilà, mais on en parle, mais de manière tout aussi hypocrite. Voilà, c'est ça. Non, mais et du coup, c'est vrai que il y a énormément de talents qui quittent la profession pour des raisons qui tiennent aussi à la maternité, à la difficulté de conjuguer vie privée et vie professionnelle, mais aussi parce qu'on n'est pas forcément armé. On nous apprend à être de bons avocats, de bons juristes. On apprend ensuite, on doit en tout cas la déontologie, mais à être des entrepreneurs, à être des chefs d'entreprise, à gérer une société et donc à se faire suffisamment payer en avance, on ne l'apprend pas forcément. Et à cette question-là, je ne vais pas dire cynique, mais en tout cas de l'aspect de gagner de l'argent, mon deuxième point, c'est aussi ce que nous, on veut défendre, c'est la solidarité du barreau de Paris, que ce soit avec les confrères en difficulté pour des raisons qui tiennent à des difficultés économiques ou à des maladies longues ou à toutes sortes de difficultés. Il faut que le barreau de Paris et l'ordre soient là pour les accompagner et pour les aider, parce que ça arrive et on
le sait, et aussi la solidarité avec donc, les plus démunis. Paris a toujours promu les droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales. On sait que partout où les libertés sont menacées, le barreau de Paris est là. Quand des avocats sont incarcérés parce qu'ils ont voulu défendre la liberté dans tel ou tel pays, le bâtonnier de Paris va tout de suite prendre une motion, va être appelé par son homologue bâtonnier. Donc il y a des choses qui se font et ça nous tient à cœur que, et même à l'échelle de la France, bien évidemment, quand il y a des camps de migrants, il faut que le barreau de Paris soit là pour venir en aide, au moins en soutien. Voilà, donc à la fois apprendre aux avocats à gagner de l'argent et à se dire que c'est pas un gros mot d'être des entrepreneurs, et d'un autre côté aussi que le barreau de Paris assure pour les plus démunis, assure de son soutien et soit présent et soit là pour faire briller la place de Paris de la même manière que le rayonnement dans ce qu'il y a dans ce qui est plus économique dont parlait Frédéric tout à l'heure. Très bien, très clair. Donc protéger la profession dans sa globalité, dans sa réglementation avec le secret professionnel, etc. Ce qui est ensuite protégé en fonction de la structure, la plupart des avocats et du coup essayer de les accompagner sur comment gagner de l'argent pour justement peut-être dégager du temps pour derrière pouvoir s'engager. Moi je trouve ça génial que vous engagez comme ça et je pense que moi je pousse toujours ceux qui se lancent, même quand on est dès le début, parce qu'au final même si c'est difficile, on apprend, etc. C'est comme ça qu'on s'ouvre l'esprit, comme ça qu'on rencontre des gens, qu'on se crée un réseau et qu'on finalement par des actions qui effectivement c'est un peu du libéralisme, hein, mais j'y vais parce que j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de développer mon activité, je donne et c'est comme ça qu'on reçoit de toute manière et donc c'est génial et je pense que je vais pas vous lancer sur comment faire tout ça parce que vous en avez un peu dit et puis ça pourrait durer des heures mais je pense que ce qui serait intéressant c'est de savoir comment on a accès à toutes ces infos ici, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce que vous poussez vous à. Alors vous avez parlé d'une application mais alors moi j'ai une idée sur les applications qui fait qu'une application l'ouvre jamais. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où, je sais que tous les avocats ouvrent LinkedIn, est-ce qu'il y a une page LinkedIn à suivre, qu'est-ce qu'il faut regarder, est-ce que vous avez un message là-dessus? Alors, si je devais, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, hein. Si je devais donner un petit tips, et notamment à l'intention de mes camarades qui exercent dans les grandes structures, c'est vérifier vos logiciels anti-spam. Parce que l'ordre communique beaucoup. Le bulletin du bâtonnier est un outil qui est extrêmement riche. Et en fait, moi, je me suis aperçu il y a quelques années qu'il était bloqué dans les spams. Ah, bien sûr, ils envoient trop de mails. Il y a trop de mails. Bon. Donc, soyez sélectifs, allez voir votre logiciel anti-spam et autorisez le domaine lié à l'ordre. Ça, c'est le premier titre. C'est vrai qu'on est noyé dans un flot de communication. Mais c'est aussi à nous de faire un effort. Parce que l'ordre en fait beaucoup. Et l'ordre ne peut pas toujours franchir ce mur de la multitude. Donc c'est aussi à nous, en reprenant ce sentiment d'appartenance, parce que, encore une fois, on est des avocats, on appartient à l'ordre et l'ordre nous appartient. Donc il faut avoir cette ouverture de se dire, je me prends un moment dans la semaine, comme je vais prendre un moment pour regarder mon réseau LinkedIn, pour faire un ou deux posts, pour me mettre à jour sur tel ou tel domaine juridique. Je prends un moment pour aller voir ce qui se passe à l'ordre. Et je vous assure, vous trouverez des informations pertinentes, des informations utiles sur votre pratique, sur votre exercice professionnel, quel qu'il soit. Voilà. Et par ailleurs, si ce n'est pas suffisant, il faut interroger l'ordre. Il faut interroger votre membre du conseil de l'ordre référent, il faut interroger les services de l'ordre. Il y a 200 salariés à l'ordre. D'accord ? Donc, il y en a au moins un qui est capable de répondre à la question que vous avez en tête.
Très clair. J'ajouterais que le barreau de Paris, de toute façon, s'adapte. Aujourd'hui, il y a même un compte TikTok. Alors, je ne suis pas sur TikTok, mais pour les plus jeunes, il faut suivre le compte du bâtonnier, de la vice-bâtonnière, de l'ordre des avocats, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Déjà, les contenus sont quand même... Voilà, donc on peut lire le bulletin du barreau. Et c'est vrai qu'il y a plein d'informations. Ça renvoie à des liens. Il y a des portraits d'avocats qui font des choses en dehors du métier d'avocat. Donc, c'est très instructif aussi. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut faire assez facilement. Il y a aussi, c'est ce qu'on voit, nous, en campagne. C'est très intéressant. Bon, de toute façon, on peut s'inscrire sur le site, même le site de l'Ordre des avocats est plutôt bien fait. Il y a des actualités, et on peut s'inscrire pour recevoir les lettres, pour des formations ou des conférences dans un domaine, des newsletters. Et c'est vrai qu'il y a énormément de conférences qu'on exerce. Alors moi, je vois en droit pénal, liberté fondamentale, il y a énormément de choses. Et parfois, il y a des conférences qui sont très intéressantes où on va. Il y a aussi le Palais littéraire qui fait des spectacles, des choses, de la musique classique, Bob Dylan, je crois que c'est ce soir. Il y a des associations, les avocats ignorent ça, mais des associations du barreau pour tout, pour quoi qu'on aime, pour qu'on veuille faire du yoga, du sport, qu'on soit fan de Tintin, qu'on soit arménien, juif, musulman, il y a tout. Et on peut comme ça adhérer à des associations, qu'on veuille aussi évidemment défendre les droits de l'homme. Et du coup, c'est ce qu'on voit nous en campagne, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont faites par les avocats, pour les avocats, en dehors même de l'ordre, mais qui sont des associations qui sont rattachées à l'ordre, qui parfois pour certaines peuvent avoir des subventions, ont des salles pour des conférences, pour des dîners. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on s'aperçoit de tout ce qui est proposé. On se dit que chaque avocat peut rencontrer, parce que l'exercice parfois individuel est dur. Il y a une solitude de l'avocat. On est souvent seul face à ses dossiers ou face à ses responsabilités. Et voilà, c'est une manière de se réunir aussi, d'échanger avec des confrères, de découvrir de nouvelles pratiques et d'innover peut-être dans son cabinet. Donc voilà, il y a énormément de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des moyens de communication mis à disposition par l'ordre. Cette application Mon Barreau et moi, qui est quand même pas mal faite, puisqu'on l'a téléchargée. Ouais, c'est pas mal. Le site de l'ordre qui est quand même aussi assez bien fait, le site de l'EFB sur les formations. Maintenant, c'est très simple de trouver. Il suffit qu'on coche sa spécialisation, sa spécialité pour voir ce qu'on recherche. Il y a le barreau entrepreneurial qui nous apprend aussi à faire de la compta, à faire des choses. Donc, c'est vrai que j'invite les confrères à regarder, à exploiter tout ce qu'il y a, à faire attention à leur spam aussi, et à s'intéresser, à regarder la liste des associations du barreau de Paris, clair. Parce que c'est ouvert, c'est-à-dire que si on veut adhérer à une association, il suffit de payer une cotisation qui n'est pas en général rédhibitoire dans son montant, et on peut rencontrer des confrères, et c'est des lieux d'échange, et les conférences, certaines, et même si on s'intéresse au sujet, elles sont toujours passionnantes. Il y a toujours des personnes qui viennent, qui sont engagées, qui sont passionnées, et qui transmettent ça à des avocats plus ou moins jeunes, qui peuvent poser des questions. Faire campagne, c'est aussi une belle découverte de tout ce que le barreau offre aux avocats en termes de confraternité, de lieux d'échange. On a le sentiment, les gens disent c'est que des petits fours, les gens viennent c'est pas ça, c'est aussi des lieux d'apprentissage et de perfectionnement. Il y a beaucoup plus de liens sociaux au barreau qu'on ne le pense, mais les choses sont diffuses, sont distendues, et comme le disait Noémie, moi je le savais, je le pressentais, mais je le découvre dans une profondeur que je n'imaginais pas. Il y a des centaines d'associations à l'ordre, des centaines d'associations, de la plus petite à la plus grande, qui ont des vocations juridiques, qui ont des vocations sociales, qui ont des vocations culturelles, qui sont par groupe d'affinité, comme diraient les anglo-saxons. Tout le monde peut trouver une opportunité de créer du lien au sein de l'ordre. Et par ailleurs, je voudrais aussi réinsister sur un point qui a été évoqué par Noémie. Nous avons des obligations de formation continue. D'accord ? C'est parce que c'est notre assurance vie professionnelle. Mais vous avez des centaines de formations qui sont disponibles gratuitement, et de qualité, et qui sont accessibles en présentiel ou par la vidéo. Quelle profession en France aujourd'hui est capable de faire mieux que nous ? Je crois qu'il n'y en a pas. Mais on ne le sait pas. Aujourd'hui, un avocat qui s'estimerait insuffisamment formé sur tel ou tel aspect de son exercice professionnel n'a pas d'excuse de ne pas trouver
les moyens de se former, de se mettre à jour. Ouais, je suis d'accord. Très clair, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Alors, bon courage pour la suite. Je pense que ça va aider certains et ça va rendre surtout pas mal de curieux. Ils iront voir tout ce dont on a parlé. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement, vous, sur le site, nous, on a fait plein de contenu, donc pareil, et c'est gratuit, donc profitez-en. On m'a proposé d'ailleurs de faire des cours à l'EFB ou des trucs comme ça sur ces aspects-là, qui sont des aspects importants. Ouais. Et effectivement, vous avez une richesse que beaucoup de métiers n'ont pas. Nous, on a de la chance, le designer, tout est sur YouTube. Donc, on a des petites 12 ans qui nous expliquent comment faire notre métier, c'est magnifique. mais je pense qu'effectivement, il y a énormément de richesse, et donc profitez-en. Et puis, merci beaucoup, et à très vite. Merci. Merci. À bientôt, au revoir.